C'était Ronaldo Fenomeno pour 50 000 $. On n'a pas pu faire Roberto Carlos aussi à Paris. Kaka, pas nom de joueur ça. Et 2 mois après, ici au Milan. Salut, c'est Franck Enouda. Je suis agent depuis 2000. C'est moi qui ai fait venir Leonardo lorsque le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, toute la filière brésilienne au Shakhtar Donetsk en Ukraine. Et c'est carré. Moi, je suis rentré au Club Med en 78. J'y ai travaillé pendant 10 ans. Durant le Club Med, d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de joueurs de football qui venaient en vacances. Des Claude Puel, des DJ Six, des Janol, des Germain. Il y a eu beaucoup de joueurs. Ensuite, lorsque j'ai arrêté, je me suis retrouvé au Club des Pyramides à Port-Marly, qui était juste à côté du Camp des Loges, qui était le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, et à côté de Ruelle-Malmaison, qui était le centre d'entraînement du Matra Racine. Et de là, ça m'a permis d'inviter, un petit peu de créer des cartes VIP pour faire venir les joueurs et leurs familles aux Pyramides. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai vécu avec eux, en jouant au tennis, que ce soit Rai, que ce soit tous ces gens-là, etc., etc. Et de là, j'ai décidé de partir au Brésil pour m'installer à Búzios, qui est une station balnéaire. Et j'ai ouvert une boîte que j'ai appelée Le Club, par rapport au Club Med, qui est devenue la boîte la plus branchée d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, où venaient toutes les stars comme le regretté Ayrton Senna, Nelson Piquet, Pelé, Jairzinho, Paolo. Et durant cette période de 4-5 ans, il m'est arrivé de rencontrer donc Jairzinho, qui me faisait kiffer parce que c'était le Brésil 70 et puis Marseille, et qui est arrivé en me disant « Tiens Franck, je suis entraîneur maintenant d'une petite équipe à Rio, et est-ce que tu connais des gens qui sont dans le football en France ?» Je lui dis « Oui, il y a Luis Fernandez entre autres, Joël Batz, etc. » Et donc il me dit « Bah écoute, quand tu repasses à Rio avant de partir, il faut à tout prix que je te donne des cassettes pour que tu leur montres. » Je rentre à Paris, j'appelle Luis Fernandez. Il me dit, écoute, on est au vert à Clairefontaine, on joue le dernier match. Parce qu'il est entraîneur du PSG à l'époque. Non, à l'époque, il est entraîneur de Cannes. Okay. Il me dit, on est à Clairefontaine pour le dernier match contre Créteil. On est sûr de monter. Rejoins-moi là-bas après le déjeuner et on va regarder les cassettes. Et passe devant la salle, passe Michael Madar et Kiki. Et il les appelle, il dit, venez, tiens, j'ai mon ami brésilien, là, du Club Med, du Brésil. Il nous a amené des cassettes. Et donc, il regarde les 3 cassettes. Et Louis, qui a un œil malicieux, il découvre les trucs. En 2 minutes, il a tout compris. Il dit, je veux les 3 joueurs. Génial. Il dit, on termine. J'en parle à Borelli, qui était le président de Cannes à l'époque, Francis. Et il dit, on s'en rappelle. Donc, on se rappelle le lundi. Il me dit, malheureusement, on n'a pas d'argent. On monte en première division avec la même équipe. On ne peut pas dépenser un centime. Et je lui dis, bon, quel dommage. Et les joueurs, donc, l'un, c'était Dejalminha, qui est parti après à la Couronne. L'autre, c'était Marcelino Carioca, qui a fait Valence et le bonheur de Corinthians, de l'équipe nationale. Et puis le jeune, la 3e de 15 ans, c'était Ronaldo Fenomeno, pour 50 000 $. Donc tu as failli faire venir Ronaldo Fenomeno pour 50 000 $ à l'AS Cannes. Et Dejalminha en même temps pour 150 000 $. Et ils auraient pu, d'ailleurs, SPN a mis un truc super sympa. Ils ont mis un reportage en mettant la photo, un peu montage avec Zidane, avec Ronaldo Fenomeno et Dejalminha et le maillot de Cannes. Et ils disent, pour une misère, Cannes a perdu d'avoir ces 3 joueurs ensemble. Ça a été une belle histoire. Et c'est ce qui m'a fait démarrer le football en 80... Allez, je vais peut-être me tromper d'une date, mais 93, 94, par là, 95, dans ces années-là. Incroyable. Incroyable. Tu n'as jamais été vraiment agent de joueur. Tu as toujours décidé d'être agent de club, de faire partir les joueurs brésiliens du Brésil vers l'Europe. Comment tu deviens l'agent numéro 1 du Shakhtar ? Alors, comment ça se passe ? Au départ, je me dis, bon, qu'est-ce que je sais faire ? Je suis un relationnel, j'ai une bonne communication, je parle plusieurs langues. Il faut que je trouve une solution. Je ne sors pas du football, je suis ni ancien joueur, ni journaliste, par exemple, comme Pape Diouf, qui était journaliste sportif, donc c'était facile d'avoir le contact avec les joueurs. Et les agents de l'époque, c'était que des monstres, c'est-à-dire Pape Diouf, Miglacio, Canard, Satin, Larios, Marc Roger, il n'y avait que des costauds, je ne pouvais pas rivaliser avec eux. Donc je me suis dit, il n'y a aucune communication, il n'y a aucune relation entre la France et le Brésil. Au départ, je démarre avec la France. Et je me dis, je vais faire des dossiers, et je prends les dossiers, je prends le France Football qui sortait au mois de juin, juillet, où il y avait la composition des équipes, il y avait les adresses des clubs et les noms des présidents. J'envoie à tous les clubs de D2 et D1,
Je leur envoie par courrier en leur disant avec une petite lettre, vous voulez envoyer quelqu'un pour suivre des matchs au Brésil, moi je suis là, je parle le portugais, le brésilien, je connais le Brésil, etc. Et là-dessus a commencé à venir les premiers directeurs sportifs, on va dire. Ils ont commencé à venir au Brésil, donc j'ai eu un peu de tous les clubs en France, ils sont venus, que ce soit Monaco, Marseille, Lille, Paris, etc. Et le fait de passer, si tu veux, 10, 15 jours avec eux au Brésil, tu as une infinité avec eux parce que tu vas voir les matchs, mais après tu es ensemble, on discute, on va aux entraînements, etc. etc. Et lorsqu'ils avaient un joueur qu'ils avaient vu, ils se sont dit, attends, on va appeler Franck. Et quand j'ai vu que ça commençait à marcher, donc 99-2000, donc j'ai passé ma licence FIFA, qui était à l'époque la dernière session, et on devait donner une garantie bancaire à la FIFA de 200 000 francs suisses. Donc j'ai passé ma licence à l'époque, et là j'ai commencé vraiment à officialiser le travail que je faisais. Donc j'ai immigré au Brésil en 2002-2003. J'ai immigré au Brésil pour m'installer là-bas, pour être sur place et pouvoir, si tu veux, donner les informations réelles et en direct au club français. Alors si tu veux bien, on va faire un petit peu le listing des plus gros transferts que tu as fait. Si tu peux nous raconter un petit peu les coulisses, les détails de ces transferts. Le premier gros transfert, on va dire, c'est Taffarel? Oui, alors en 98, juste avant que je passe ma licence, on a une histoire fantastique. Taffarel est champion du monde aux États-Unis et il y a la Coupe du Monde 98 en France. Hein. Et donc Charles Bietri devient président du Paris Saint-Germain et grâce à un ami très cher, Michel Benguigui, qui était agent à l'époque, il me dit, écoute, on a besoin d'un Brésilien. Daniel Bravo a dit à Charles qu'il y avait un Brésilien qui était top à Parme, mais il ne joue pas titulaire, mais c'est un top attaquant. Et donc, je fais le nécessaire, je fais venir Adailton en prêt. Et quand le dossier Ailton se ferme, on est dans le bureau de Charles, et Charles dit, j'ai vraiment besoin d'un gardien de but. Moi, je lui dis, écoutez... Parce que Bernard Lama allait partir à West Ham, parce que quoi? Et non, il était déjà en Angleterre, Bernard. Et je lui dis, écoutez, il y a Claudio Taffarel, champion du monde. Donc, il n'en revenait pas que je lui donne ce nom. C'était magnifique pour lui. Surtout Charles, quand il jouait avec le Variété Club, il était gardien de but, donc il adorait. Il m'a dit, ah bon, et tu pars tout de suite au Brésil et tu vas me le chercher. Donc, je pars au Brésil, je retrouve Taffarel. Il joue à l'Atlético Mineiro. C'était quelques semaines avant le rassemblement et le départ pour la préparation de la Coupe du Monde. Et Taffarel, il me dit avec plaisir, Paris, c'est magnifique, la plus belle ville du monde, etc., etc. Il me donne un maillot de l'équipe nationale du Brésil, il le signe pour Charles. Je rentre à Paris tout content. Et quand je lui amène le maillot, il est heureux comme tout. Le lendemain, il m'appelle, il me dit on est embêté, Lama, il veut revenir à Paris. Et Lama, c'est quand même un monument à Paris. Donc il n'y avait pas photo. Donc c'est pas grave, je dis à Taffarel, écoute, Taffarel, voilà ce qui se passe et tout. Il me dit c'est pas grave, mais si tu as quelque chose, je suis partant en Europe. Et là, j'ai le directeur sportif de Galatasaray, Mete Razgligli, qui est suisse, turc, qui habitait à Lausanne, que je connaissais. Il venait d'être nommé directeur sportif. Il me dit, putain, on aimerait bien un bon gardien. Comme quoi, tu vois, là-haut, il m'a dit, tu vas le faire, Taffarel. Je lui ai dit, écoute, j'ai Taffarel, mais le problème, c'est qu'il y a Paris Saint-Germain qui sont dessus. Ils sont prêts à boucler le deal, tu vois. Il me dit, ah bon et tout, mais tu crois que tu ne peux pas l'amener? Je vais lui demander. Et donc, je lui demande, ça se fait, et on termine à Galatasaray avec un moment extraordinaire que je ne savais pas, parce qu'en fin de compte, en Turquie, il n'y a jamais eu de Brésilien. Taffarel arrive en Turquie, à Galatasaray, où il est avec Hadji et Popescu, qui étaient là depuis un an. Je fais venir 3-4 Brésiliens, et on fait 5 ans où ils gagnent tout. Il gagne 3-4 championnats, il gagne 3 coupes de Turquie, il gagne la Super Coupe, il gagne la Coupe de l'UEFA. Et là-dessus, tous les clubs, si tu veux, entre parenthèses, j'ai ouvert le marché en Turquie pour le Brésil. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Alors, tu as une histoire incroyable concernant Kaka. Alors Kaka, c'est quelque chose d'extraordinaire, j'ai jamais vu ça, je la raconte encore aujourd'hui. Kaka, il est à Sao Paulo, et tu as, à l'époque, Sao Paulo, c'était vraiment le club structuré pour la formation sur le terrain et en dehors du terrain. Ils avaient une organisation, ils avaient des psychologues, ils avaient les dentistes, les médecins. Aujourd'hui, presque tous les clubs l'ont au Brésil. Mais Sao Paulo était en avance à l'époque. Et donc, les joueurs qui sortaient de Sao Paulo, à l'exemple de Rai, qui venait de terminer ses 5 ans au PSG, tous les gens étaient vraiment prêts pour l'Europe. Les joueurs, à 99%, quand ils partaient de Sao Paulo pour l'Europe, ils étaient prêts pour l'Europe. Et Rai terminait sa saison, je me rappelle, c'était la dernière. Et je me dis, moi, Paris, ils vont chercher un attaquant. Et donc, au Brésil, je me mets à
à fouiner. Et là, et par là, et par là, et par là, et par là. Et donc, à Sao Paulo, je vois un joueur. Il rentrait, il jouait, et puis dans les derniers matchs, il était titulaire. Et je vois une élégance exceptionnelle. Donc, on parle de Kaka. Hein. À ce moment, il doit avoir 21 ans, un truc comme ça. Il est tout jeune, hein. 20 ans, 21 ans, ouais. Et la génération des DVD était arrivée. Donc, je fais un beau DVD avec les gens de mon bureau, dans une pochette, avec derrière tout son CV, devant sa photo et le nom. Bon, Pelé, tu mets Pelé, tu vas pas mettre Nascimento, tu mets le nom Pelé. Donc j'ai mis Kaka, K-A-K-A, comme ça. Et je rentre à Paris et le coach c'était Vaïd Alizovic. Et donc j'appelle Jean-Michel Moutier, qui est aussi qui a l'œil pour les joueurs. Je dis Jean-Michel, je suis de passage à Paris, il faut à tout prix que tu regardes ce DVD. Il me dit ah bon, viens, Michel, c'est un ami, tu vois. Même si ça lui plaisait pas, c'était le plaisir de se voir. Il me dit viens au bureau. Et donc je vais là-bas, je lui montre le DVD. Il y avait au moins 10 minutes de compact. Des dribbles, des machins, etc. Il regarde au bout de 2 minutes, il me dit non, ça va, j'ai compris. On va aller voir le coach et on va lui présenter. On a besoin de ce poste-là. Ray vient de termine son contrat, on a besoin de ce poste-là. Donc on rentre dans le bureau et Jean-Michel, il dit à Vaïd, il fait coach, là c'est Franck, notre ami au Brésil, spécialisé dans les joueurs brésiliens. Je viens de regarder, là, 2 minutes, là, il nous a montré un joueur exceptionnel, numéro 10, il faut que tu regardes. Il prend le DVD, Raph, je te jure, c'est Kaka, pas nom de joueur ça, et il jette le DVD à côté. Et 2 mois après, il signe au Milan. Un truc. Donc Kaka aurait pu venir au PSG. Mais Kaka, il aurait pu, mais à l'époque, on le sortait parce que Kaka était quelqu'un d'honnête. Il allait terminer son contrat dans les 6 mois, mais il voulait être honnête avec son club. C'est là que tu vois la mentalité du joueur. On pouvait le sortir à l'époque pour 6 millions. Je crois que le Milan a payé 8 millions, un truc comme ça. Mais 6 millions de dollars, c'est ce qu'il nous demandait à ce moment-là quand je parlais du PSG avec le président de Sao Paulo. Incroyable. Incroyable qu'on ait raté Kaka. J'aurais dû mettre Cristiano ou quelque chose comme ça. Incroyable. Alors, mais on en a raté quelques-uns comme ça. Enfin, on n'a pas pu faire Roberto Carlos aussi à Paris. Alors, raconte-moi. Alors, Roberto Carlos, c'est une histoire extraordinaire. À l'époque, la référence en France de l'arrière gauche ou de l'arrière droit, c'était Lizarazu. Et Luis Fernandez, il est dans sa 2e année il va attaquer sa 2e année comme entraîneur au PSG. Et je me rappelle, on est chez lui, dans sa cuisine, son appartement à Paris. Et il dit, je veux un arrière-gauche, il me faut un arrière-gauche. Et moi, je lui dis, écoute, Luis, il faut que tu regardes les cassettes. Donc, je lui donne les cassettes. Et Luis, qui est un mec, il a l'œil, je te dis pas. Et il regarde, il me dit, mais putain, mais c'est un monstre, celui-là. Tu pars au Brésil. Donc il voit avec le club, il me donne le billet. C'est la première fois que je voyage en business class. Le PSG me paye le billet en business class, je pars à Sao Paulo. Et je pars d'ailleurs avec Mousse, qui était l'ami d'enfance, qui était toujours avec lui, toujours lui au Paris, l'accompagnait partout. On part, on fait réunion. À l'époque, c'était la Parmalat qui était propriétaire de Palmeiras, donc ils avaient les moyens. Parce qu'entre le temps que je lui parle et le temps que j'aille, Palmeiras l'avait déjà pris, tu parles. Ils ont vu le mec, ils l'ont pris. Et donc il est à Palmeiras, on arrive là-bas, on parle avec, je ne me souviens plus de son nom, le directeur général, qui parlait espagnol. On appelle Luis Fernandez, il parle en espagnol avec Luis, machin, il lui dit, franchement, tu as 2 super joueurs, l'arrière gauche, plus Zago qui a joué défense centrale à Rome avec Aldaïr. Et il me dit, j'adore. Et on se met d'accord sur le prix, on discute et tout, 3 millions de dollars pour le transfert. Et il me dit tout OK, il dit à Luis Fernandez, on est OK, c'est OK. Maintenant, il faut parler aux joueurs. Donc j'appelle Oliveira, qui était l'agent de Roberto. Et je vois un mec arriver avec le jean, tu sais, des années 70, paperon, démolé comme ça. Et je me rappelle, il y a Mousse qui me regarde, il me fait hey, mais il va tout casser en France, regarde ses cuisses. Le mec a un truc de fou. On le voit, on discute, on se met d'accord sur tout. Tout est OK. Donc on rentre le lendemain, on va au siège, papa. Jean-Michel Moutier, il dit bon écoutez, on va vérifier tout ça. Et à l'époque en France, en première division, on avait le droit à 3 étrangers hors CE. Ils en avaient 2. Ils venaient de vendre Georges Houillard à Milan. Il leur reste une place. Et Umbro. On est été 95 alors. Alors voilà, été 95. Donc Umbro, qui est le sponsor de l'équipe nationale du Brésil, ils organisent à Wembley un match amical. Équipe nationale. Et lui, il est appelé en équipe nationale. Donc Moutier, il dit, bah écoute, il est à côté à Londres, à Wembley, je vais aller le voir jouer.
Donc Moutier, il va au match, à Wembley, il regarde le Brésil contre je ne sais plus qui. Le lendemain, il revient. Moi, à 9 h du matin, je suis au bureau, comme ça. J'attends l'ouverture, je dis voilà, l'affaire, elle est faite. Il vient, Moutier, il arrive avec sa sacoche, comme ça. Je dis alors, Jean-Michel, il dit, oh, il a 2 Lizarazu dans chaque jambe. Je dis ça y est, l'affaire est faite. On discute un peu, on se règle surtout le lendemain. Luis nous appelle, il dit non. Comme on a vendu Georges Jouillard, on est obligé de prendre un attaquant, il prend le Deli Valdés là-dedans, à la place de Roberto Carlos. Et 1 mois après ou 2 mois après, il est transféré pour 6 millions de dollars, le double de ce qu'on voulait, on s'était mis d'accord, à l'Inter de Milan. Donc il reste, je crois, 1 an à l'Inter de Milan, il part au Real Madrid. Ça a été aussi une histoire extraordinaire. Comment tu les encaisses, ces coups-là? C'est dur quand même, non? Bah, si tu veux, je démarrais dans le football aujourd'hui, ça me ferait super mal. Mais à l'époque, je démarrais dans le football, donc je n'avais pas encore la notion des grandes choses, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je dis, putain, quel dommage, j'en ai pas fait au moins 2 ou 3, tu vois, sur tout cela. Mais par contre, comme c'était mes débuts, je savais pas, je me rendais pas compte, tu vois. Et tu les encaisses, hein. Ça ferait plus de mal aujourd'hui qu'à l'époque, tu vois. Et alors, explique-moi comment tu deviens l'agent qui ramène tous les joueurs brésiliens au Shakhtar Donetsk. Alors, le Shakhtar Donetsk, pour moi, c'est ma plus belle histoire, hein, dans ma carrière, hein, qui restera la plus belle, hein, qui continue d'ailleurs, hein, malgré les conflits et la guerre, malheureusement, en Ukraine. Il se passe que en 2000, c'est la fin du cycle de Fatih Terim qui quitte le Galatasaray. Et arrive Mirka Lucescu. Taffarel est encore là-bas, donc je suis toujours avec le Galatasaray. Il y a 2-3 Brésiliens, il y a Jardel qui arrive. Là, je fais connaissance avec Lucescu. Et durant les 2 années où Taffarel reste là-bas, je suis très souvent donc à Istanbul et on devient très amis. Donc Lucescu, pendant 1 an, Lucescu, il fait la saison, il est champion avec le Gala, il est en quart de finale, je crois, il se fait éliminer de la Champions League. Fatih Terim, qui était parti, veut revenir, donc il revient. Et Lucescu, il part à Beşiktaş. L'année d'après, il est champion de Turquie, à Beşiktaş. Et là-dessus, il part au Shakhtar. Et alors, je suis au Brésil, et il m'appelle, parce qu'ils essayaient de faire des Brésiliens, ils n'arrivaient pas avec des agents qui ne connaissaient rien au Brésil, etc., etc. Donc il m'appelle, il me dit, Franck, je suis à Donetsk. Je dis, mais c'est où Donetsk? Je savais, il dit en Ukraine, mais je ne savais même pas que ça existait, le Shakhtar Donetsk. Je connaissais le Dynamo de Kiev, tu vois. Et il me dit, il faut que tu viennes à tout prix pour qu'on parle, le président, Palkin, le CEO, le manager général. Donc je prends l'avion, j'arrive là-bas. Là-dessus, on fait réunion. Le président, il veut faire un grand club, un grand stade. Tada. Et Lucescu, il dit, on va se calmer. On va prendre des jeunes talents qui ne connaissent pas l'Europe, mais je veux des joueurs de ce profil. Rapides, dribbleurs, qui vont vers l'avant, bonne mentalité, etc. Et il me donne ce qu'il veut. Donc je retourne au Brésil, on recherche, j'envoie des DVD, lui il check, et on prend les joueurs. Je ne sais pas, à l'époque, 8-10 joueurs brésiliens. Et ça fonctionne. Lorsqu'on est sur place, je lui dis, Mister, il faut qu'on mette en place quelque chose pour les Brésiliens. Et je suis à l'hôtel de Donetsk, quand j'amène les premiers Brésiliens, je vois un mec, avec un gamin, un black et tout, puis je voyais qu'il écoutait sans arrêt. Il nous regardait. Et moi, en anglais, je me retourne, je lui dis, il me dit non, mais il dit, je parle portugais. Je fais, ah bon, mais t'es d'où? Il me dit, je suis du Cap-Vert. Je fais, comment tu t'appelles? Paulo. Viens, Paulo, avec nous. Son gamin, il prend les photos avec Fernandinho, avec Jadson, avec tout le monde. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je vis ici depuis 9 ans. J'ai un accord entre mon pays et ici. J'ai fait mes études là. Je travaille chez IBM. Et combien tu gagnes? Il me dit, $1000. Je dis, à partir de demain, tu vas travailler au Shakhtar. J'appelle Lucescu. Je dis, Mister, j'ai un gars. Il faut le débaucher. Il faut lui donner $1000 de plus. Et il va s'occuper de tous les jeunes ici. La télé, Internet, les machins, les papiers, les visas pour les parents, etc. Et les gamins, ils se sont retrouvés avec un gars qui avait 27, 28 ans, qui les encadrait, plus une nana qui travaillait au siège, qui parlait portugais, qui s'occupait des femmes. Parce que lorsque tu arrives et que tu dois aller dans un magasin pour acheter du lait, machin, comment tu fais quand tu parles, même moi, tu ne parles pas l'ukrainien, tu parles pas, personne ne parlait anglais. Et donc on fait une structure comme ça devient le Little Brésil, et là-dessus on peut faire venir tous les autres. Et au fur et à mesure que les autres arrivent, les autres les adoptent, et on a fait venir plus de 22 Brésiliens. Et là-dedans, il y a des joueurs incroyables. Alors là-dedans, il est sorti des joueurs qui sont devenus internationaux. La Coupe du Monde de Russie, je crois qu'il y avait 6 joueurs dans l'équipe nationale qui sortaient du Shakhtar. Fred,
Fernandinho, qui était à Manchester City, William, Arsenal, Douglas Costa, qui était à la Juve, Luis Adriano au Milan. Il y a eu un paquet qui ont fait carrière en Europe. Hein. Et là, ce qui est incroyable, c'est que tu fais vraiment partie de la création et de la définition du projet avec Mircea Lucescu. À 100%. La force de Lucescu, c'est qu'il avait, déjà lui, il parle 9 langues, dont le portugais, donc c'était important pour les joueurs. Carlo, qui était son bras droit, l'italien, il parlait un petit peu espagnol et un petit peu portugais, donc l'adaptation était très bien. Et puis il prenait des jeunes qui arrivaient du Brésil, qui ne connaissaient pas l'Europe, parce qu'il était très difficile d'aller chercher des joueurs qui jouent à Benfica, qui jouent à Paris, parce que les familles sont déjà habituées à un style de vie. Tu vas à Donetsk, je te parle de Donetsk à l'époque, hein, il n'y avait rien à Donetsk. Il y avait 2 hôtels peut-être. Après, ça a explosé quand il y a eu l'euro entre l'Ukraine et la Pologne. Donc il y a eu des stades qui ont été construits, des hôtels. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc les gamins qui arrivaient là-bas, pour eux, c'était la première sortie du Brésil vers l'Europe. Et c'était plus facile pour leur adaptation. Et autour, on avait mis une structure, pour te dire, au restaurant, on avait fait venir une cuisinière d'un joueur, on l'a emmené au restaurant du club, et le cuisinier ukrainien a appris à faire le féjan, qui est l'haricot rouge, hein, et le riz sauté, pas le riz collé, tu vois, comme on fait au Brésil. Et les Ukrainiens, ils mangeaient plus que ça aussi, ils mangeaient plus les aliments qu'ils mangeaient d'habitude, ils mangeaient plus que les aliments brésiliens. Et comment tu as fait pour convaincre des pépites du football brésilien d'aller à Donetsk, qui est la région minière de l'Ukraine? C'était un changement de vie à 1000% pour le... Alors, j'ai fait des déplacements là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord pris des photos l'été, parce que l'été, c'est beau. L'hôtel de Donbass Palace, j'ai pris que des photos de l'hôtel, pas des autres hôtels, il y avait 2 ou 3 là-bas. Et donc, je leur ai expliqué que la chance que vous avez, et ça les Brésiliens, ils apprécient beaucoup, le championnat, je leur ai dit, se termine le 14 ou le 15 novembre. Si vous êtes en Champions League, le dernier match de groupe, il est vers le 4 ou le 6 décembre. Ensuite, vous partez en vacances et vous ne revenez que le 8 janvier, parce que le 7 janvier, c'est le Noël orthodoxe. Donc vous allez avoir passé Noël, jour de l'an et le mois de décembre, qui est un mois exceptionnel au Brésil, c'est l'été, alors qu'en Europe, c'est impossible. Et alors ça, c'est un argument exceptionnel. Et je leur ai dit ensuite, quand vous revenez, vous avez 2 mois de préparation, février, mars, et vous ne restez pas dans le froid, parce que quand je leur parle de l'Ukraine, ils pensent au froid. Tous, ils me disent, mais il y a 1 mètre de neige toute l'année. Je fais, non. Dès qu'il commence à faire froid, vous allez être au Brésil ou vous allez être en Turquie, vous allez à Dubaï, vous allez dans les îles Canaries, et vous revenez en mars, ou en mars, déjà, il n'y a plus de neige, il fait un peu frais, bien sûr, c'est pas... Mais et c'est comme ça que j'ai réussi à les convaincre. Et puis financièrement aussi, quand même. Après, il y a les finances. Ils gagnaient des salaires à l'époque, aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque, parce qu'il faut savoir quand même que le président du Shakhtar, Renat Admetov, à l'époque, il avait 30% du PIB du pays. Hein. Donc financièrement, il était, avant la guerre, il était très très bien. Donc c'était des salaires à peu près... C'est des salaires qui variaient. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je ne vendais pas des gros salaires. C'était des beaux salaires pour les jeunes qui arrivaient. On démarrait entre 700 et 800 000. Mais on donnait des bonus, oui, 700 800 000 euros, mais on donnait des bonus d'objectifs. Et quand ils atteignaient les objectifs, ils pouvaient arriver la 2e ou la 3e année à 1,5, 1,8 net, plus les primes. Alors les primes étaient très élevées, les primes de résultats. Selon le match, quand ils jouaient contre, par exemple, le Dynamo de Kiev, il y avait une très grosse prime. Contre les autres clubs moins forts, il y avait moins. Mais en Champions League, il y avait des très belles primes. Et raconte-moi un petit peu... ça a dû être un bouleversement décisif quand la guerre commence. Raconte-moi comment vous êtes adapté, comment le club s'est adapté, comment toi tu t'es adapté quand la guerre arrive, quoi. Ouais. Alors en 2014, la guerre commence, hein, parce qu'il faut savoir que la guerre, c'est pas quand la Russie est rentrée. Hein. Ça commence en 2014, quand il y a la fameuse marée orange. Et donc les séparatistes, moi je suis à Donetsk au moment où il y a la première bagarre entre, je sais pas, il y avait 3000 manifestants qui étaient pour que le Donbass reste en Ukraine, et il y avait de l'autre côté 2 ou 3 000 qui étaient les séparatistes qui voulaient être côté russe. Et je suis à l'hôtel et ça se déclenche, mais les bagarres ne sont pas violentes. C'est quelques tapes, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a rien du tout. C'était la fin de saison, les joueurs étaient partis déjà. Et là, moi, j'étais resté pour discuter de la nouvelle saison avec le CEO et Palkin et Lucescu. Et là, je dis à Palkin, je lui dis, il faut que je parte à tout prix.
Donc impossible de partir parce que tous les étrangers voulaient partir parce qu'ils savaient que ça allait commencer à chauffer. Ça avait déjà chauffé du côté de Kiev. Et je mets 3 jours pour trouver un vol. Donc le club m'aide à trouver le vol, etc. J'ai réussi à partir. Et lorsqu'il y a la reprise, le club avait déjà fait toutes les modifications, c'est-à-dire que le président à Kiev, il a un hôtel qui s'appelle l'Opéra. Donc il bloque son hôtel où il met le staff principal. Donc il les met sur un étage, il fait tous les bureaux du club. Et il prend les chambres pour tous les joueurs. Et donc son hôtel, il n'y a plus de touristes qui viennent à Kiev. Hein. Et donc on doit rentrer à Kiev. Et là, on a 6 joueurs ou 7 joueurs le matin, brésiliens, qui partent. Ils ont peur de la guerre, tu vois. Alors qu'à Kiev, il n'y avait rien. Je te raconte ça, c'est 2014. Hein. Donc le reste part à Kiev. Ils commencent à s'installer. Petit à petit, ils cherchent des appartements, des maisons. Chacun s'installe. Ils font venir les familles de Donetsk avec leurs affaires, ce qui est resté là-bas. Et ils commencent à installer leur vie à Kiev. Quelques semaines après, les joueurs, ils ont vu que ça se passait bien à Kiev, il n'y avait pas la guerre. Les joueurs qui étaient partis reviennent. Et le club loue le centre d'entraînement, qui était l'ancien centre d'entraînement du comité olympique ukrainien, où ils s'entraînent. Et ils jouaient sur le terrain de l'équipe olympique. Quoi. Ils avaient un terrain de foot qui servait d'athlétisme. Et ils faisaient leur match là-bas. Les matchs de Champions League, Europa League, ils le faisaient dans le stade de Dynamo de Kiev. Et c'est parti comme ça. Et ensuite, il y a eu la guerre quand la Russie est rentrée. Donc là, ça a été encore plus compliqué. Donc on a réussi quand même à faire revenir des Brésiliens. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6. 2 qu'on a fait venir en février, là. Kevin de Palmeiras et Marlon Gomes de Vasco. 2 jeunes talents aussi. Et ils vivent là-bas. Donc ils jouent le championnat ukrainien en Ukraine, sans prendre l'avion puisque l'espace aérien est fermé. Donc c'est bus et train. Et les matchs de Champions League ou d'Europa League, ils les jouent en Allemagne et en Hambourg cette année. Et on espère que cette guerre va terminer rapidement. J'ai une question toute bête, mais qu'est-ce qui fait que ce que tu as fait au Shakhtar, tu n'as jamais réussi à le faire avec un club français? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que les clubs français ne recrutent pas bien au Brésil? Je vais juste te dire une chose. Lorsque tu prends un joueur qui joue en CFA, dans ton club, hein, peu importe le club en France, tu le montes chez les pros. Il lui faut un temps d'adaptation pour jouer chez les pros. Il ne va pas jouer 90 minutes tout de suite. On le met petit à petit. On appelle ça de l'adaptation. Imagine que tu prends un jeune qui est de Nice et qui vient jouer à Lille. Tu crois qu'il n'y a pas besoin d'adaptation? Il aura besoin. Et le contraire aussi. Il aura besoin d'adaptation. Alors explique-moi comment tu fais quand tu prends un joueur de l'autre côté de l'Atlantique, qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même façon de jouer, parce qu'au Brésil, on joue totalement différent qu'en France. Après, on s'adapte, bien sûr. Eh bien, il faut avoir la patience. Et je pense qu'en France, on hésite à attendre. Quand le gars vient, Arsène Wenger disait, quand je prends un Sud-Américain, il me faut entre 6 mois et 1 an. Ce qu'on avait au Shakhtar, c'était pareil. Et Arsène a 100% raison. Les joueurs, quand ils arrivaient au Shakhtar, ils ne jouaient pas tout de suite titulaire. Moi, j'ai eu, comment il s'appelle, Fernandinho, il a joué 6 mois avec l'équipe réserve. Il s'entraînait avec les pros et il s'entraînait l'après-midi avec un autre entraîneur pour s'adapter avec les autres Brésiliens. Mais il jouait les matchs le week-end avec l'équipe réserve jusqu'à ce qu'il s'adapte. C'est une question d'adaptation. Et le Brésilien, quand il part du Brésil, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Au Brésil, il y a 2 championnats. Il y a le championnat régional qui commence en janvier et qui se termine en avril. C'est juste entre régions. C'est comme si on disait, nous, on a le championnat de Picardie, de l'Île-de-France, du Var, etc. Et ensuite, au mois de fin avril, commence le championnat national qui se termine début décembre. Et en plus de ça, le Brésil, c'est, je pense, 7-8 fois la France. C'est-à-dire que l'équipe de Porto Alegre, Grêmio, qui était l'ancienne équipe de Ronaldinho, il part jouer à Fortaleza. Il faut savoir quand même que c'est 6 heures de vol parce qu'ils font des connexions, ils n'ont pas de vol privé, ils n'ont pas de jet là-bas. Ils vont avec les vols commerciaux. Donc les mecs, ils arrivent, ils sont cassés. Le mercredi ou le mardi, ils doivent rejouer parce qu'ils jouent 3 matchs pour faire tout le championnat en 4-5 mois, sans compter la Libertadores, qui est l'équivalent de la Champions League, sans compter la Coupe du Brésil, qui est l'équivalent de la Coupe de France. Et les mecs, quand ils partent, ils ne rentrent pas chez eux le soir. Ils vont jouer après dans un autre. Le championnat est fait pour que les équipes jouent 2-3 matchs dans les régions quand ils sont déjà dans le nord et ils reviennent à Porto Alegre. En France, tu es par exemple à Paris, à Lille, à Lange, peu importe, tu vas jouer à Nice, tu joues ton match, le soir tu rentres dans l'avion, tu dors chez toi le soir. Le lendemain matin, décrassage. Donc tu peux faire une semaine avec un travail
décrassage, physique de 3 jours, technique et préparer le match. Là-bas, non. Pendant tout le championnat, ils font de la récupération. Donc, quand tu arrives en France, physiquement, tu n'es pas à la limite. Et la deuxième chose importante que les clubs en France, il faut qu'ils sachent, c'est que tactiquement, on ne joue pas du tout pareil. Au Brésil, depuis le centre de formation, on demande aux latéraux d'attaquer et les volantes, qui sont les milieux défendus, de défendre, chose qu'on ne fait pas en France. Donc en France, moi je pense que s'ils étaient patients, ils auraient des bombes atomiques, des pépites, mais il faut que tu sois patient. Sauf qu'en France, on se dit, on va prendre des joueurs, si on prend 2 joueurs en CE, il faut qu'ils jouent tout de suite. Non, 1 mois, 2 mois, 3 mois, malheureusement c'est ça. Mais en compensation, derrière, tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Et est-ce qu'il n'y a pas un manque de savoir-voir, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de compétences, parfois, dans les clubs qui ne font pas les paris? C'est-à-dire que le Portugal, par exemple, les clubs portugais font beaucoup plus de paris sur les talents... Mais les clubs portugais, ils ont tout compris. Ils savent qu'ils ne peuvent pas acheter en Europe. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire leur marché au Brésil. Ils achètent des joueurs. Porto, les grands clubs, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent 5-6 talents. Donc, ils ne peuvent pas taper dans les talents comme Hendrick, comme Esteban, mais ils tapent dans des très bons talents qui vont leur coûter 2, 3, 4, 5 millions. Ils les emmènent et tu sais ce qu'ils font? Ils les prêtent à d'autres clubs. Ils les mettent en formation et puis ils te les revendent après. Ils reviennent dans l'équipe principale, ils te le revendent 40, 60 millions, etc. Le problème, c'est que les clubs en France, moi je vois quand je parle avec eux, ils me disent on a un scout là-bas. Mais les scouts, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des rapports. Ils les envoient. Après, tu ne sais pas ce qui se passe. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que les clubs en France, ils perdent une grosse part de marché au Brésil. Alors que la France, c'est l'idéal pour les Brésiliens. Tu as une relation particulière avec le PSG, on ne va pas se mentir. Et c'est toi qui fais venir Leonardo au PSG à l'arrivée des Qataris. Écoute, c'est une histoire aussi assez intéressante. Leonardo, il est à l'Inter de Milan. Il est entraîneur à l'Inter de Milan. Donc c'est sa première saison. Et moi je suis à Paris, je suis sur les Champs-Élysées d'ailleurs, et je reçois un coup de téléphone de Djamel Belmadi, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il n'a pas joué en équipe première, mais il a été formé au PSG, qui était à l'époque entraîneur de l'équipe de La Joya au Qatar. Et M. Khalifa, qui était son président et qui est aussi ami intime du prince Tamim. Et donc, il m'appelle en me disant, écoute, le Qatar vient de racheter le Paris Saint-Germain, on est vendredi, fin d'après-midi. Il me dit, n'en parle à personne parce que ça sort dans la presse que le mardi. Et donc, il cherche quelqu'un pour être à la tête du Paris Saint-Germain, une belle image, quelqu'un de machin. Et je réfléchis, je lui dis, écoute, le meilleur pour être en place, c'est Michel Denisot. Pour différentes raisons. Michel Denisot a l'expérience, Michel Denisot a la connexion et la relation avec les politiciens, les journalistes, les artistes. Le gars, il a le droit des festivals de Cannes. Il est aimé par la France, par les émissions qu'il fait sur Canal+. Donc c'était une belle image pour lancer le Qatar, parce que c'était pas évident de dire tiens, on vend le Qatar aux Arabes. Au départ, c'était un peu délicat. Et personne ne le prenait au début au sérieux. Ils pensaient que c'était juste un jeu. Et donc, je ne sais pas pourquoi, il me rappelle, il me dit ah, on va pas faire du neuf avec du vieux, etc. Bon, je pense, ça c'est mon opinion. Il n'a pas eu de contrat, si tu veux, pro. Hein. Peut-être qu'il avait une petite dent contre Michel Denisot, contre Mouti, je ne sais pas. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Hein. Ça ne regarde que moi. Et donc là-dessus, ils me rappellent en me disant non. Je réfléchis un peu, etc. Je leur dis écoutez, il y a un autre nom qui a joué au PSG, qui est parti il y a 15 ans, mais qui a laissé des beaux souvenirs du PSG, qui a quand même été au Milan, joueur, entraîneur, il a été à Coupe du Monde, équipe nationale du Brésil, qui est actuellement à l'Inter de Milan, donc il a une référence. C'est une personne qui connaît le football, qui parle plusieurs langues, qui présente bien, etc., etc. Je pense que ça peut être la personne. Moi, je leur parlais de Leonardo, bien sûr. Hein. Et donc, il check, il me rappelle, il me dit, écoute, il faut qu'on le voie à tout prix. J'appelle Leonardo et je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe, le Qatar rachète le PSG et je t'ai proposé comme manager général, comme entraîneur, comme président, ce que tu as envie de faire. Alors l'autre, il tombe du ciel, tu vois. Il me dit, oh non, tu crois, c'est pas sérieux, etc. Je lui dis, non, c'est quelque chose de très sérieux. Et il m'a dit, écoute, rappelle-moi lundi, parce que demain, je joue la finale de la Coupe d'Italie contre la Rome, et on se rappelle lundi. Donc je le rappelle le lundi. On discute, passe une semaine, 15 jours. J'arrive à l'amener à Doha. On arrive là-bas. Le samedi après-midi, on fait la réunion. On discute pendant 3 heures. On arrive à peu près à se mettre un petit peu d'accord sur l'idée de ce qu'il va faire.
Et Leonardo, à la fin, il dit, écoutez, vous me laissez une petite semaine et je prends la décision si je viens ou je viens pas. Mais il dit, par contre, si je viens, je veux avoir toutes les décisions sportives, mais je ne veux pas la signature. Et je ne veux pas de président de là-bas, je veux un président qui soit ici, de chez vous, pour gérer le truc. Alors l'émir, il fait bon, il regarde Khalifa, il dit non. Et au fond là-bas, il y avait, je ne savais pas qui c'était, hein, Nasser qui était assis là-bas, je l'ai su après. Il le regarde, il fait, sera toi Nasser le président. Et Nasser, il devient président comme ça. T'étais là à ce moment-là? Ah, on était, je suis dans la salle, je suis dans le salon. Et donc la suite, bon, on la connaît, il arrive à Paris et voilà, et ça démarre. Toi qui as vécu ces coulisses de l'arrivée du Qatar au PSG, c'est quoi l'objectif du Qatar à ce moment-là? C'est quoi le rêve du Cheikh Tamim? Alors à ce moment-là, moi ce que j'ai senti pendant les 3 heures de réunion, c'est que le Qatar ne venait pas pour rigoler. Le Qatar venait faire quelque chose de sérieux. Le prince Tamim à l'époque, qui est aujourd'hui l'émir du Qatar, il connaît très très bien le football, il connaît très très bien ce qu'il fait, les placements dans le sport, etc. Le gars, je ne le connaissais pas et j'ai eu la chance d'être pendant 3 heures avec lui. Le mec, il y connaît, il sait ce qu'il fait. Donc pour moi, le Qatar ne venait pas pour 1 année ou 2. Il venait pour faire un projet à très long terme. La preuve, on est encore là, ça fait 14 ou 15 ans, ils sont toujours là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Leonardo? Parce que vous vous êtes fâchés. Comment ça s'est fini avec si tu veux, avec Leonardo, ça ne s'est pas très bien fini parce que j'ai trouvé qu'il n'a pas été du tout correct. Tu emmènes quelqu'un dans un domaine comme celui-là, hein, dans un poste où tous les directeurs sportifs rêvent d'être à sa place. La moindre des choses, c'est qu'on ait des échanges un petit peu, sachant que moi, je travaille avec le Paris Saint-Germain depuis des années, et de ne pas dire je coupe tout. Franck n'a plus d'entrée au PSG en tant qu'agent, tu vois. J'ai trouvé ça pas très... Ce que tu veux dire, c'est qu'il t'a utilisé pour pouvoir y rentrer et qu'après, il t'a fermé la porte. C'est encore pire. C'est moi qui le propose, c'est moi qui vais le chercher, c'est moi qui insiste, c'est moi qui lui explique le projet, alors qu'il ne veut pas venir au départ, il n'y croit pas. Un projet comme le Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a de la place pour tous les professionnels sérieux dans le milieu du football, tu vois. Tu aurais voulu apporter ton expertise. Voilà, j'aurais bien voulu faire partie de l'histoire du PSG dans le domaine que je sais faire, tu vois. On aurait pu faire un projet démarrer dès l'époque, faire peut-être 1 ou 2 clubs satellites pour pouvoir mettre comme a fait Manchester, comme fait Chelsea. On aurait pu le faire il y a 15 ans. Prendre les meilleurs talents, les mettre dans des clubs, un club, je sais pas, moi j'ai une bêtise, au Portugal, en Espagne ou même en France, je sais pas. Et pouvoir travailler ces talents, développer l'image du Paris Saint-Germain au Brésil parce que c'est quand même un marché énorme. Il y a tellement de choses à développer que j'aurais bien aimé faire partie de cette histoire pour le Brésil, du PSG. Et c'est dommage, Leonardo a bloqué, mais moi je crois qu'il a bloqué parce que c'est un peu l'ego, tu vois. Leonardo, il est gentil, mais il a un défaut, c'est son ego. Et c'est pas sympa, tu vois. Un petit mot sur le Cheikh Tamim, parce que c'est vachement intéressant ce que tu m'as dit quand même. Qu'est-ce que tu sais sur l'émir du Qatar? Je ne peux pas dire que je le connais. Hein. Sur ce qu'on a discuté football ces 3 heures, parce qu'on a discuté que football, j'ai senti quelqu'un qui connaît le football lui-même, parce que lui c'est quand même un sportif, un très haut sportif. Il joue au tennis, c'est pour ça qu'il connaît Nasser depuis leur jeune âge. Hein. Nasser était le meilleur joueur de tennis du Qatar. Khalifa est le meilleur joueur de football du Qatar. Donc c'est des gens, les deux qui sont des amis proches et des hommes de confiance de Cheikh Tamim. Ils sont là depuis des années avec lui, ils se connaissent depuis des années. Et donc je pense que lui, il a sa propre opinion. Je ne pense pas qu'il ait besoin de 50 mecs qui le conseillent sur un joueur. Hein. Et bon, Khalifa, il partage avec lui cette passion parce que Khalifa était ancien joueur, donc il connaît le football. Et je pense que les deux, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, moi je te parle de l'époque, il y a 14-15 ans, hein, ils devaient passer beaucoup de moments ensemble à regarder des matchs du monde entier, quoi. Donc les joueurs, ils les connaissent, ils savent juger. Et puis après, quand tu as les finances, tu décides de prendre un joueur, c'est beaucoup plus facile. Hein. Est-ce que tu peux me raconter ton regard sur Neymar au PSG? Alors Neymar, il fait partie des talents que le Shakhtar suivait. Et d'ailleurs, on a fait une proposition, on a failli l'amener au Shakhtar. C'est 1 an ou 2 ans avant qu'il parte à Barcelone. Il commence à exploser. Et le président de l'époque, Marcelo Teixeira, le président de Santos, il est en fin de mandat et il perd les élections. Et donc, on est au mois de début décembre. Et le Shakhtar, je leur parle de 2 joueurs, de Neymar, et je leur parle de Ganso, numéro 10 et attaquant.
Et c'était le profil de joueur pour le Shakhtar, comme le Lucescu il aime. Donc on fait une proposition de 15 millions pour chacun. Non, pardon, on fait une proposition de 10 millions pour chacun. Je l'emmène à Techel. À Techel, il me dit, si tu me donnes 15, vous les prenez les deux. Et le président du Shakhtar n'a pas voulu monter à 15. Donc on ne les a pas fait. Donc tu as raté Neymar pour 5 millions d'euros. Voilà, à 5 millions d'euros, Neymar, il pouvait être au Shakhtar. Donc on n'a pas fait ni Ganso, ni c'est Ganso avant qu'il se blesse. Hein. Il était au top de sa forme. Quand ils étaient tous les deux à Santos, qu'ils ont Oui, ils étaient tous deux à là-bas. Santos, ils flambaient, c'était les deux meilleurs joueurs de Santos. Et comme tout le monde, moi je les suivais. Et ils démarraient dans l'équipe première. Hein. Ils n'étaient pas encore connus comme ils étaient connus 1 an ou 2 ans après. Et donc Neymar, bon, je suis un peu après parce qu'il part à Barcelone. L'histoire Barcelone, il vient à Paris. Alors d'abord, je crois qu'il a une blessure qui est mal soignée, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai suivi un peu. Et puis surtout, les Brésiliens, à l'époque, on parle de Neymar, quand il vient au PSG, à toutes les sauces. Donc on est un peu informé avec tout le monde. Et il vient à Paris. Et à Paris, moi je trouve que ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu une vraie préparation pour lui dire ce qu'est Paris. On lui a vendu, je crois, Paris, la fête, la belle ville, la mode, etc., etc. Peut-être on lui a parlé moins du club que de la ville. Et c'est là, je pense qu'il y a eu un décalage entre le gars professionnel de Barcelone et ce qu'il a montré au PSG. Il aurait pu montrer beaucoup plus. Et est-ce que de son côté, il s'est raté? Est-ce que de son père? Est-ce que lui? Alors le problème, c'est que, bon, moi, j'ai toujours été, bon, je suis agent FIFA, j'ai toujours été agent pour les clubs, j'ai jamais été agent de joueurs. Mais je trouve que quand tu t'occupes de ton fils directement, des fois, tu peux lui pardonner des erreurs parce que tu es son père. Tu ne veux pas le contredire, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose d'humain. Et peut-être que s'il avait eu quelqu'un en dehors de sa famille, son père aurait pu être, je pense, ça c'est mon opinion personnelle, dans le cercle, dans l'entourage, pour peut-être s'occuper, je ne sais pas, des investissements, des discussions. Wagner Ribeiro n'a pas pu tenir ce rôle Non, je pense qu'ils l'ont écarté. S'il n'a pas continué, c'est que la famille a décidé de dire voilà, maintenant c'est mon père qui fait tout, et puis un point c'est tout. Mais peut-être que s'ils avaient fait une stratégie de dire voilà, moi je vais m'occuper des associations, discuter avec les sponsors, mais la partie football, terrain, interview sur le joueur, il faut mettre un professionnel. Peut-être que ça aurait marché, je pense. J'en suis sûr que ça aurait marché. J'ai rien contre son père, je ne le connais pas. Mais je pense que souvent, quand on s'occupe de son fils, que ce soit mère ou père, tu ne dis pas la vérité au joueur. Souvent, tu lui passes, tu sais, la main dans le sens du poil. Ah, c'est l'entraîneur, c'est machin, c'est si. Moi, je ne suis pas en faveur de ça. On parle d'un possible retour au Brésil de Neymar, on parle de Santos qui est son club de cœur, son club formateur, on parle aussi de Flamengo qui est le club qui a le plus de supporters dans le monde, l'un des clubs les plus puissants du monde. Est-ce que tu crois en un retour de Neymar au Brésil? Alors moi j'y crois bien sûr, alors je ne sais pas comment ça va se passer avec son club en Arabie Saoudite, parce que il me semble, si je ne me trompe pas, c'était un contrat de 2 ans ou 3 ans. Le fait que pendant 1 an il n'a pas joué, est-ce qu'ils ont prolongé 1 an, tout ça, on ne connaît pas les coulisses. Mais en tous les cas, lorsque l'aventure va se terminer en Arabie Saoudite, je crois sincèrement qu'il va revenir vers un club. Il y a 2 clubs qui peuvent s'aligner financièrement, c'est Palmeiras et Flamengo. Sauf que Palmeiras se trouve dans l'état de São Paulo, qui est un rival direct avec Santos. Et Santos revient en première division. Ça ne va pas être bien vu, je pense. Donc peut-être que le premier retour se fera peut-être à Flamengo, mais il finira à Santos à un moment ou à un autre. Un petit mot sur l'actualité, sur les jeunes. Alors d'abord, il y en a un qu'on a découvert au PSG cette saison, c'est Beraldo. Ouais. Je crois que tu as travaillé sur le dossier Beraldo. Moi, j'ai bossé un petit peu parce que je le connaissais déjà, bien sûr. Hein, lui, comme Gabriel Moscado, qui va arriver là cet été à Paris. Nous, on travaillait dessus déjà sur Gabriel Moscado, on le travaille avec le Milan. Beraldo, on l'a travaillé aussi avec le Milan parce qu'il cherchait cet hiver un défenseur central. Et Moscato l'a proposé aussi à Tuchel, au Bayern Munich cet hiver. Et bon, Tuchel était un petit peu sur le départ, il y avait un petit conflit en interne et ça n'a pas suivi. Mais on les a travaillés avant que le Paris se mette dessus et les signe au mois de janvier. Et donc toi, qu'est-ce que tu penses de Beraldo? D'abord, il faut savoir une chose, c'est pas un arrière-gauche.
Ok, on me dit oui, mais ils avaient tel blessé, Hernandez, machin, ils n'avaient pas. Ok, si le seul qui peut mettre, moi je ne suis pas dans le staff, je ne connais pas. Mais déjà, il faut savoir, si tu ne veux pas le griller, ne le mets pas arrière gauche. Il va se faire casser par tout le monde. C'est un défenseur central. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir qu'il a joué toute la saison avec Sao Paulo. Il a dû faire 50 ou 60 matchs. Les derniers matchs qu'il a fait, ça a été au Mondial des clubs qui s'est terminé aux alentours du 10, 12, 14 décembre, je ne sais plus. Puis il est rentré en vacances. Donc il est parti en vacances 2-3 semaines au Brésil, où il fait chaud. C'est l'été, 30-35 degrés. Et Paris le signe, il amène le 3 ou le 4 janvier à Paris où il faisait, je crois, moins 4. J'étais à Paris à ce moment-là. Il vient, il fait la visite médicale. Le lendemain, il fait un entraînement. Et le surlendemain, il joue en Coupe de France contre je ne sais plus qui. 20 minutes, un quart d'heure, peu importe. Tu ne peux pas faire ça. Le joueur, il arrive, il doit refaire une préparation, comme nos joueurs ici en France. Quand on arrive au mois de juillet, on fait une préparation d'1 mois. Il faut prendre un préparateur physique. Tu le remets en condition pendant 15 jours, partie physique, pour qu'il soit bien, que son corps soit bien, qu'il réponde bien, et tu le fais jouer. Là, on l'a cramé. On a eu la même histoire avec Rai. Quand Rai est arrivé en janvier, il a signé, il s'est entraîné 2 jours, et on l'a fait jouer. Le mec, pendant 6 mois, il n'a pas pu récupérer. Après, Beraldo s'en est pas si mal sorti, il a énormément joué. Hein. Mais c'est ce que je te dis. Mais il va être meilleur maintenant qu'il va faire une préparation au mois de juillet. Il va être meilleur. Gabriel Moscado, il ne va pas souffrir avec ça parce qu'il va arriver en début juillet. Là, il va arriver. Il va faire une préparation d'1 mois. Il n'aura pas ce problème. C'est ce que je pense. Beraldo, c'est quel type de joueur? C'est la relance? D'abord, il faut savoir que les Brésiliens, techniquement, ils sont bons. Quand tu n'es pas bon technique, tu ne joues pas dans l'équipe première. Surtout une équipe comme Sao Paulo, ou Palmeiras, ou Flamengo, tu ne joues pas dans l'élite. Donc techniquement, déjà, il est très bon. Ça veut dire que la relance, elle est bonne. Bon pied gauche. Ce qu'il a besoin de travailler, qui est, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au Brésil, tactiquement, on ne joue pas du tout comme en France. Donc il va falloir qu'à l'entraînement, les coachs se penchent sur la partie tactique, lui faire travailler tactiquement comment ça joue en France. En France, on joue dans un espace de 35 mètres carrés. Au Brésil, des fois, il y a 60 mètres entre les lignes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors le mec, après, on dit il est mauvais, mais attends, fais-le travailler. À l'entraînement, il faut travailler la tactique et le physique. Et tu verras. Toi, tu penses que c'est un gros potentiel, Beraldo? C'est un gros potentiel. À partir du moment où le club fait le nécessaire. Si le club ne le font pas travailler tactiquement, si le club ne fait pas le travail physique nécessaire, bon, le travail physique, il va l'avoir parce que là, il va avoir une préparation de 30 jours, mais tactiquement, il faut qu'il bosse comment on joue en France. Et Moscado, qui est un milieu relayeur, que je ne connais pas encore beaucoup, on va pas se mentir. Mais 1, Moscado, est-ce que tu y crois? 2, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas venu directement au PSG cet hiver? Alors, pour répondre à ta première question, moi, je crois beaucoup parce que je l'ai vu jouer en jeune et je l'ai vu jouer quelques matchs avec l'équipe professionnelle. Je crois 100% à ce joueur. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas parlé ni avec lui, ni avec son agent, ni avec le club, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il est venu, il a fait une visite médicale, et à la visite médicale, on a vu qu'il avait un petit problème au pied, je ne sais pas exactement où, et qu'il y avait 2 solutions. On l'opérait, on le signait, on l'opérait, il restait en France, ou il rentrait au Brésil, il se faisait opérer au Brésil, il restait prêté à Corinthians, et Corinthians avait une obligation de le faire jouer un nombre de matchs, je ne sais plus combien, 5-6 matchs je crois, dans la période. Sauf que ça a traîné un peu sa blessure, il n'a pratiquement pas joué, il va falloir faire une préparation, mais encore une fois, c'est exactement la même chose, Raph, que Beraldo. Il faut travailler le physique, parce que les Brésiliens, quand ils viennent, ils ne sont pas préparés physiquement au championnat français, européen, et puis tactique, on joue totalement différent. À son poste là, il ne faudra pas qu'il parte. Il faudra rester comme Verratti, il faut rester devant la défense, comme Rabiot, mais ça, eux, ils ont été formés quand ils étaient jeunes. Lui, il n'est pas formé. Lui, il est formé à partir à droite, couvrir ou à gauche, couvrir le latéral. Tactiquement, il faut le travailler. Parle-moi un petit peu du petit phénomène Hendrick, la petite star de Palmeiras qui arrive au Real cet été. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est vraiment un talent générationnel? Alors, Hendrick, pour l'avoir vu jouer déjà chez les jeunes, j'avais déjà anticipé avec le Shakhtar, mais c'est des prix qui sont pas pour nous au Shakhtar. C'est un talent, c'est un pur talent. C'est-à-dire qu'il a la puissance, comme je dis toujours, il a 2 turbos dans les pattes. Il tient sur ses jambes. C'est pas le Brésilien que tu touches, il tombe. Il joue toujours vers l'avant. Il a un dribble
qui te déséquilibre. Tu ne sais pas s'il part à gauche, à droite. Il ne fait jamais le même dribble. Et surtout, il a le sens du but extraordinaire. Mais ça, c'est inné. On voit que c'est inné. C'est le genre de joueur, quand il va jouer au Real Madrid, par exemple, il va se régaler. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver avec d'autres Brésiliens qui savent jouer au football. Donc, qui jouent exactement le même football. C'est-à-dire, comme on dit au Brésil, quand il va donner la balle à Vini Junior, il va la donner ronde, elle va revenir ronde, elle va pas revenir carrée la balle. Ou à Rodrigo, tu vois. Et pour moi, ça va être la même lancée que Rodrigo, que Vénus. D'accord. Mais est-ce que c'est pas un danger pour Endrick d'arriver au moment où Mbappé arrive au Real, où le Real est tout en haut? Enfin, tu vois, c'est difficile. Alors, écoute, je pense pas, sincèrement, parce que déjà, d'après ce que j'ai compris, Mbappé va jouer avant-centre. Bon, moi, je trouve que Mbappé, c'est pas son poste, mais bon. Endrick, c'est un gars qui peut jouer tous les postes devant. Il peut jouer 9,5, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Si tu joues avec deux attaquants, il peut jouer à deux attaquants. Il est polyvalent. Il est évident que quand il va arriver, le Real Madrid, avec ses expériences, leur professionnalisme, ils ne vont pas le jeter 90 minutes tout de suite. Ils vont le mettre progressivement. Ils vont le faire jouer, ils vont le faire progresser. Donc il va jouer à des postes qui sont les siens. Hein. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Et question bête, mais pour comprendre un petit peu la mentalité des joueurs brésiliens aussi, on voit que Vinicius et Rodrigo sont super potes. Ils vont accueillir le petit phénomène Endrick. Est-ce que c'est pas un peu casse-gueule pour Mbappé au final? C'est difficile à dire, mais ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas le faire, mais c'est vrai que les Brésiliens, ils aiment bien jouer entre eux. Ils ont une façon de jouer au football qui n'est pas du tout la même que Mbappé. On va voir ce qui va se passer. J'espère que non pour le Real Madrid. Alors, est-ce que tu peux me présenter les 3-4 petits talents qu'on ne connaît pas encore en France et qu'on va connaître sous peu, quoi, les 3-4 pépites? Aujourd'hui, il y en a encore 3. Il y a Carlos Miguel qui joue à Palmeiras, un milieu offensif, peut jouer à gauche, à droite. Pareil, qui est un génie, qui est un joueur qui va vers l'avant, c'est un gars qui est percutant. Tu peux même le mettre en 10 lorsque tu as un club qui veut jouer avec un vrai numéro 10. Il peut jouer côté gauche, il peut jouer côté droit. C'est vraiment le milieu moderne, une belle passe, il élimine un contre un. Aujourd'hui, le football, quand on a un joueur qui peut éliminer à un contre un, ça change tout. Il casse les lignes, hein, donc c'est important d'avoir ces joueurs. Moi, j'adore ces joueurs-là. Aujourd'hui, sa clause, elle est à 35 millions. Palmeiras, il ne veut pas vendre à moins de 35 millions. Ensuite, il y a Esteban qui est un attaquant côté droit, qui a 17 ans. Il va faire 18 ans, je crois, cet été. Mais celui-là, je crois qu'il a déjà signé à Chelsea. Je crois qu'ils ont payé 35 ou 40 millions. Donc ça, c'est déjà fait. Pareil, c'est un joueur exceptionnel dans ces joueurs modernes, un peu William à l'époque, dribbleur, rapide, très bonne passe, très bon finisseur, contrôle de balle, un volume de jeu à son âge extraordinaire, qui sait casser aussi les lignes. Et puis l'autre qui est un peu comme lui, dans le même profil que lui, c'est Nathan Fernandes. Il vient d'avoir 18 ans, qui joue à Grêmio, pied gauche, attaquant côté droit. Pareil, très puissant, 1m78, il va vite, il tient sur ses jambes, les turbos. Enfin, les joueurs que j'aime donner au Shakhtar, mais aujourd'hui, c'est des joueurs qui coûtent pour nous trop cher. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent venir en Ligue 1 cet été? Et si oui, les petites pépites qui peuvent fonctionner en France? Il y a plein de joueurs qui peuvent fonctionner en France. Le problème, c'est que je ne vois pas beaucoup les clubs de ce qui s'est passé ces dernières années faire venir des Brésiliens. Aujourd'hui, que ce soit par exemple, allez, on va dire en latéral droit, un garçon comme Igor Vinicius qui joue à Sao Paulo, comme l'arrière gauche Wellington qui joue à Sao Paulo, des joueurs comme Bruninho qui est attaquant côté droit, un vrai ailier qui joue à Bragantino, Red Bull. Il y en a tellement de bons joueurs, Diego Costa, capitaine de Sao Paulo. Tout ça, c'est des joueurs qui sont dans les budgets. Il y en a d'autres, il y en a tellement. C'est des joueurs qui sont dans les budgets de la Ligue 1, hein, au moins des 5-6 clubs de la Ligue 1. Mais je ne sais pas pourquoi les clubs français ont ce petit pied un peu derrière. Et je crois que c'est plutôt la peur de l'adaptation. Mais je pense que si on fait les efforts pour les recevoir, les adapter, les clubs seraient contents et heureux sportivement et financièrement sur le retour. Il y a des joueurs qui vont revendre
des sommes énormes qui aujourd'hui, avec ce qu'on voit, le problème qu'on a avec les droits télé, je pense que c'est important pour les clubs de penser un peu à ça aussi. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où il y a une overdose de data? Est-ce que les clubs y accordent trop d'importance selon toi? Alors moi, ce que je trouve dans les data, souvent ce sont des gars, j'ai rien contre eux, hein, ils font leur boulot, hein, les gars sont employés, il faut qu'ils bossent. Souvent c'est les gars qui sont pas d'anciens joueurs, qui sont pas des gens du football, c'est des gens qui sortent des écoles, techniquement ils sont très bons, et ils connaissent tout sur l'ordinateur. Et les data, c'est quelque chose que je suis pas contre, mais le data, c'est quelque chose qui te donne des informations, mais ça veut rien dire. Le data, tu as 11 joueurs sur un terrain, comment tu vas savoir si le gars il va rentrer avec ce joueur-là? Le plus important, moi je trouve, c'est quoi? C'est d'aller à la rencontre du joueur, voir le joueur, comment il se comporte sur le terrain, parler avec le joueur, faire une analyse sur le comportement du joueur, la mentalité du joueur, est-ce qu'il va s'adapter? Et moi je dis toujours, quand les gens me parlent de ça, le meilleur film à regarder, je le conseille à tous les gens du football, c'est d'aller voir Draft Day avec Kevin Costner. C'est un film, je ne vais rien raconter, regardez et vous allez comprendre comment on fait pour choisir des joueurs. Il n'y a pas que les data. Est-ce qu'on peut parler argent? Toi qui es quand même professionnel de tes agents depuis près de 30 ans, depuis 25 ans, est-ce que tu saurais me faire un petit bilan de l'évolution de ton métier en termes financiers? Nous, tu sais, on fonctionne, moi comme j'imagine, on fonctionne par rapport à ce qui est vendu. C'est-à-dire que si les salaires sont plus hauts, on gagne plus. Si le transfert est plus haut, on gagne plus. Il est évident que lorsqu'en 99 ou 2000, je vendais des joueurs, je gagnais beaucoup moins que ce que je gagne aujourd'hui. À l'époque, au Brésil, quand on amenait un joueur du Brésil vers la France, je vais prendre l'exemple de la France, puisque je travaillais essentiellement avec la France et la Turquie à l'époque, dans les années 2000, quand le gars il venait avec un salaire de 30 000 ou 40 000 euros net, c'était énorme. Et le joueur était transféré, maximum 6 millions. Quand on transférait un joueur 6 millions de dollars, c'était quelque chose de... Ça m'est à Bordeaux, j'ai amené 5-6 joueurs à l'époque qu'on a transférés entre 4 et 6 millions. C'était énorme. Donc la commission qu'on touchait à l'époque dans ces clubs-là, en Turquie, qui était entre 8 et 10%, on va dire, aujourd'hui, si le joueur il est vendu 12 millions, c'est le double. Hein. Ça vient du double au triple. Hein, tu vois, ta plus grosse commission en carrière, c'était quand? C'était combien? C'était sur quel joueur? Je pense avec le Shakhtar, hein, parce que le Shakhtar, on a acheté des joueurs 20 millions, 15 millions, donc si tu prends 10%, tu fais le compte. Hein. Est-ce que tu as déjà fait le compte de combien tu as gagné? Non. En carrière? Non. Je connais à peu près le total de joueurs, mais pas de... Alors combien de joueurs? À peu près 64 joueurs que j'ai transférés du Brésil vers le monde. Que ce soit en Chine, que ce soit... Parce que le grand public ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de frais aussi quand on est agent. Alors attention, des frais, moi je passe ma vie dans les avions, ça coûte de l'argent, je passe ma vie dans les hôtels, pratiquement. Est-ce que tu sais combien ça coûte le budget de vie, quoi, de quotidien? Tu n'as jamais fait un budget quotidien par mois? Non, mais tu dois aller, on va dire... Ce que tu gagnes, tu dois dépenser, je sais pas, peut-être un tiers. Ouais, autour de 30% sur l'année, de ce que tu as gagné dans l'année, compte que 30%, tu vas le déplacer en déplacement, hôtel, avion, restaurant, etc., etc., etc. Bien sûr, tu as les impôts, tu as tes impôts au Brésil, une fois que tu as payé tes impôts, voilà, grosso modo.